commencer. Encore dans les réglages. Elle sera limite, j'expliquerai pour faire. Comme ça, c'est bon. Voilà. Ok. On peut y aller. On va commencer là, ça va terminer. Pour le moment, on peut aller. Caméra, c'est bon? Ça tourne. C'est bon. 3, 2, 1, moteur. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Maître Calvin Job du barreau de Paris et du barreau du Cameroun, membre du collectif qui assure la défense de Madame Diane Zogo et les autres ayants droit, de Martinez Zogo. Je suis le porte-parole de ce collectif aujourd'hui, qui est composé donc, de ma personne et de Maître Félicité Zefman, qui est membre du barreau de Paris et du barreau du Cameroun, et aussi de Maître Aflou Bastoy Moulaïdi, qui est membre du barreau de Moroni, aux Comores. Nous avons souhaité faire ce point de presse aujourd'hui. C'est bien un point de presse, c'est pas une conférence de presse, c'est un point de presse. Tout au plus, on pourra tolérer ou solliciter 2 ou 3 questions maximum à la fin de ce point de presse. Ce point de presse intervient aujourd'hui pourquoi? Non pas parce que d'autres personnes l'ont fait, c'est uniquement parce que ce jour, 20 février, Madame Diane Zogo a été entendue par la commission mixte chargée de suivre ou de mener l'enquête dans le cadre d'assassinat de M. Martinez Zogo. Donc, elle a été entendue. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été dit parce que le secret de l'enquête et le secret professionnel sont des sacro-saints principes que nous respectons et que nous voulons promouvoir, surtout dans le cadre de cette affaire qui est très très sensible. Donc, elle a été entendue par ces enquêteurs durant environ 3 quarts d'heure, 1 heure. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a surtout fait part, sans rentrer dans le détail, des avertissements qu'elle a lus avant le drame, mais aussi de sa situation à ce jour. Alors, il faut savoir que Madame la veuve de Martinez Zogo a fait l'objet d'agressions ces dernières semaines. Son véhicule a été endommagé dans la nuit. Elle a été filée par 2 véhicules inconnus. Nous nous sommes rapprochés du secrétariat d'État à la Défense et de la DGSN par courrier, leur demandant de nous indiquer si les filatures dont elle faisait l'objet correspondaient à une mesure prise par les institutions pour assurer sa sécurité. Nous n'avons pas eu de réponse. Aujourd'hui, devant la commission, elle a réitéré ce besoin de sécurité, parce que non seulement elle, mais tous ceux qui vivent dans son domicile ne sont pas en sécurité à ce jour. Il nous a été dit que les instructions seront prises pour pallier à ce manquement. Nous attendons, bien évidemment, le résultat, ou du moins ce qui sera mis en œuvre dans ce sens-là. Concernant, je voulais aussi aller sur la perception de la famille, ce que la famille pense ou vit, comment la famille vit la procédure actuelle. Vous savez, les affaires criminelles expriment souvent un drame humain.
Et les drames humains ne sont pas simples. Il peut y avoir des déchirements dans les familles, il peut y avoir des incompréhensions. Sur ce point précis, je voudrais que vous sachiez aujourd'hui, tout un chacun, que si vous avez besoin d'informations concernant l'organisation des obsèques de Martinez Legault, l'avis de la famille sur telle ou telle procédure, vous devez mieux passer par nous, les avocats, et non pas essayer de vous approcher auprès des personnes qui ont un agenda qui est le leur, et qui ont des programmes qui ne correspondent pas à ce que la famille, dans son ensemble, envisage de mettre en œuvre. Donc cette famille, face à cette procédure, elle est comme vous. Elle suit par rapport à tout ce qui se passe dans ce que vous écrivez. D'ailleurs, je fais une parenthèse. On m'a vraiment demandé de saluer le travail qui est fait par l'ensemble des journalistes dans le cadre de cette procédure. Parce que cette famille a l'impression que grâce à vous, grâce à ce que vous faites au quotidien, cette affaire ne passera pas aux oubliettes. Cette affaire sera traitée avec le sérieux nécessaire qui sied à ce type de drame. Donc on m'a vraiment demandé de vous faire passer ce message de remerciement chaleureux pour tout le travail, tout le professionnalisme que vous mettez en œuvre. Donc la famille suit effectivement l'affaire au gré de vos écritures, de vos enquêtes, de vos documentaires. Nous n'avons pas accès au dossier à ce stade. Nous n'avons pas accès aux éléments du dossier. Donc quelque part, on se nourrit aussi de ce que vous dites. Moi, je n'ai pas en face de moi des gens qui crient vengeance ou qui disent la clameur publique indique telle personne, il faut que telle personne soit interpellée. J'ai des gens qui sont épris de justice, qui veulent juste que les auteurs de ce crime crapuleux soient identifiés et soient interpellés et soient jugés. Voilà ce que la famille veut. Rien d'autre. Que ce soit X ou Y, ça importe peu. Ce qui importe pour la famille, c'est que les auteurs soient interpellés et jugés. C'est tout ça. La douleur de cette femme, la douleur de ses enfants, qui pour certains aujourd'hui sont déscolarisés, parce que un tel drame, on en sort difficilement dans le même état, l'état dans lequel on aurait pu être ou dans lequel on vivait auparavant. Donc, voilà principalement les messages qui m'ont été transmis, qui m'ont été donnés de vous transmettre ce jour. Et vous comprendrez, s'il vous plaît, l'absence des membres de la famille, surtout effectivement pour des raisons de sécurité et de préservation de leur vie privée. Je l'espère vraiment, je vous implore tout le cœur chacun, de poursuivre dans ce sens-là, de les laisser faire leur deuil, si tant est qu'ils soient en mesure de le faire, parce que, je veux dire, c'est vraiment c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. C'est une famille vraiment meurtrie. Meurtrie. Bon, je demanderai de respecter ce moment de souffrance qu'ils vivent. Je vais quand même, je sais que vous pouvez vous attendre à ce que j'évoque ce qui a quand même été dit dans les autres points, soit de presse. Moi, je ne vais pas m'attarder, je le dis clairement tout de suite, je ne vais pas m'attarder sur les points précis qui ont été évoqués. Je vais faire une synthèse. Et je vais vous dire que quand on voit un tel feu d'artifice de violation du secret de l'enquête, de violation du secret professionnel, la
seule conclusion à laquelle on va aboutir, c'est qu'on a une défense jusqu'au boutiste qui, en quelque sorte, perd pied. Ce qu'on en arrive à ces extrêmes, c'est qu'on n'a plus les moyens, on ne sait plus par quels moyens se défendre. C'est que juridiquement, on est coincé. Donc, en mon sens, l'enquête va plutôt dans le sens, on va dire. Si on nous a envoyé ça, c'est que finalement, il y a quelque chose de sérieux qui se trame. Et pour, pareil, rester de manière de survoler cette affaire, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, moi vraiment, c'est là. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi de la violation du secret de l'enquête et du secret professionnel. Tout au plus, on apprend que, de ce qui a été dit, ce qui a été dit dans les autres points de presse, on apprend que finalement, M. Amokou Belinga et M. Justin Daoué, comme Georges Brassens le disait, c'était des copains d'abord. Après de là, est-ce qu'ils soient copains comme cochons, ça l'enquête le définira. Mais toujours est-il que de ce qui a été dit, on comprend que c'était des copains. Et chacun tirera les conclusions qu'il veut, on tirera les conclusions qu'il souhaite. Et nous espérons d'ailleurs que l'enquête nous permettra d'en tirer toutes les conclusions dans ce sens-là. Pareil, pour anticiper quelques questions qui pourraient venir, toujours sur les points qui ont été soulevés, on nous dit enquête de flagrance, pas enquête de flagrance, pourquoi les perquisitions, pourquoi pas, à tel moment, pourquoi les perquisitions à tel moment. Je ne veux pas rentrer dans un cours de droit où vous expliquer ce que c'est le principe de la flagrance, mais simplement indiquer qu'en matière de flagrance, on a trois types de flagrance. C'est la flagrance par définition, flagrance par assimilation et flagrance par présomption. Dans ce cas d'espèce, on est dans ce dossier clairement, et au regard des perquisitions, on est clairement dans les flagrances par définition. Parce que les perquisitions ont lieu quand? De ce qui ressort des autres points de presse, les perquisitions ont lieu après des auditions. Quand, durant une audition, un co-auteur ou quelqu'un suspecté comme tel donne des révélations sur des indices, des comportements qui permettent de penser que tel individu a commis un crime, ça justifie les descentes, les perquisitions qui suivent, parce qu'on a un élément dans la flagrance qui indique que on peut trouver des indices à tel endroit. Donc on va arrêter de vouloir discréditer les enquêteurs, de vouloir discréditer le travail du commissaire du gouvernement et de vouloir créer une affaire dans l'affaire. Je vous disais tantôt tout à l'heure que finalement c'est les méthodes, c'est les outils qu'on utilise, nous sommes tous avocats, quand on n'a plus aucun moyen. On n'a pas d'autre moyen pour défendre nos clients. Pour ce qui est de collectif dont je suis porte-parole aujourd'hui, vous ne nous entendrez pas nous étaler dans les médias et autres. Nous viendrons devant vous quand les dispositions du Code de procédure pénale, rien qu'elles, nous permettront, nous donneront l'occasion de venir devant vous, comme ce fut le cas aujourd'hui, avec l'audition de notre cliente. En dehors de ça, nous n'interviendrons pas, parce que nous estimons qu'on n'a pas interféré dans le travail des enquêteurs et du commissaire du gouvernement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas interférer dans ce travail-là que nous ne sommes pas vigilants. Nous contrôlons, nous surveillons tout ce qui se fait. Vous nous verrez peut-être plus rapidement s'il y a un manquement, si on estime qu'il y a un manquement, on estime qu'il y a une erreur, on estime qu'il y a des actes qui ne sont pas posés. Donc, je suis tenté de vous dire que c'est peut-être l'une des rares fois que vous nous verrez intervenir dans le cadre de cette affaire. Si vous avez... je veux bien prendre une ou deux questions, mais une fois de plus, en sachant que je ne parlerai pas des éléments du dossier, auquel je n'ai pas accès à ce jour, d'ailleurs. Merci.
Je m'appelle Elénizer Zitou, je travaille pour la radio CRT. Je voudrais vous poser une question toute simple. Quand est-ce que madame a été filée par les voitures? Ça s'est passé à quel moment, quel jour exactement et à quel moment de journée? Alors, il y a environ 2 semaines, je n'ai plus les dates exactes, mais c'était exactement il y a 2 semaines. Madame Diane Zogo se rendait chez son médecin. Elle se rendait chez son médecin. Sur le trajet, elle s'est rendue compte effectivement il y a 2 véhicules qui la filaient. Il se trouve que le véhicule qui l'accompagnait, quand elle est rentrée le soir, le lendemain on l'a trouvé cassé. J'ai les photos, toutes les vitres cassées. C'était il y a environ 2 semaines. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont des chiens chez eux de 2 h du matin à environ 4-5 heures, et des aboiements à tout va. Ces chiens-là, et tous les soirs. Donc la question de la sécurité de Madame Zogo se pose sérieusement. Et de toutes les personnes du foyer. D'autres questions? Cette procédure prenne tant de temps, je ne vous pose pas un problème. Quand je dis vous, je parle de la famille. On sait que la famille a sans vouloir faire des obsèques dignes de ce nom pour Martinez, mais le fait que ça tire, on est quand même déjà au-delà d'1 mois. Pourtant, tout était parti tel qu'on avait pensé que les choses iraient très vite. À votre avis, comment vous trouvez-vous ce temps qui passe? Moi, je suis habitué aux enquêtes criminelles. Et je veux simplement dire qu'il ne faut pas, on le dit si bien, confondre vitesse et précipitation. Les enquêtes suivent leur cours. On peut s'interroger, je suis d'accord avec vous. On peut s'interroger sur la longueur et la durée. Mais il faut comprendre que nous sommes dans une affaire d'une exceptionnelle gravité, avec des protagonistes dont certains ne sont pas encore identifiés à ce jour. Donc, la question de la durée de l'enquête, nous, d'ailleurs c'est le ressenti de la famille, nous l'avons posé. La seule condition que nous avons posée dès le départ, c'est qu'il n'y aurait pas d'enterrement de Martinez Zogo avant la fin de l'enquête préliminaire. Des éléments que j'ai à disposition me permettent de penser que nous sommes au bout de cette enquête préliminaire. Et je vois bien la question sous-jacente, c'est de savoir si on les a renvoyés au CED, c'est pourquoi. Bon, c'est pour des questions de procédure. Parce qu'il faut respecter les dispositions des lois et les règlements de la République, mais aussi des dispositions conventionnelles qui engagent le Cameroun. Il y a des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Donc il fallait rectifier. Notamment auditionner la principale plaignante. Ce qui a été fait aujourd'hui. Donc la durée de la procédure, nous, ça ne nous inquiète pas comme ça, tant que les choses soient faites de manière à respecter les dispositions du code de procédure pénale en ce sens. Merci. Bon après-midi, j'ai vu du code panorama PPF. Est-ce qu'il y a un travail préalable que vous avez fait pour identifier en l'occurrence le lieu du crime? Si oui, il s'agit du crime. Alors, ce travail, nous avons laissé aux enquêteurs. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est pas à nous de le faire. Dans notre environnement, nous n'avons pas les moyens financiers et techniques. Du moins, les parties civiles n'ont pas ces moyens-là. Cela revient de la compétence, notamment des enquêteurs. Donc, nous n'avons pas fait ce travail. Ça, je dois vous le dire. Maître Polycarpe Samba, est-ce que vous êtes confiant quant à la conduite de la procédure? Est-ce que vous-même avocat et la famille, telles que les choses se diront, est-ce que voilà, tout le monde appelle
à ce que la lumière soit faite? Est-ce que quelque chose se passe? Vous avez quelques certitudes dans le sens que, au bout de cette procédure, que vous ayez des faits ou pas, in fine? Je veux dire, je suis avocat. Je suis le premier à vous dire que j'ai perdu la confiance face au système judiciaire. Mais je garde un espoir quand même. Hein, que, une fois de plus, au regard de ce qui m'a été des échanges que j'ai pu avoir avec les responsables de l'enquête, je pense qu'il faut accorder le bénéfice du doute et garder quand même un espoir. Oui. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous affirmer qu'ils iront jusqu'au bout. Ils feront leur travail de manière complète. Mais je puis vous affirmer qu'ils envisagent, ils ont à l'idée, et les instructions qu'ils ont, c'est d'aller jusqu'au bout. Merci, merci. Je peux revenir. Dernière question, pas de problème. Dernière question, maître. Nous savons tous que Martinez a été tué parce qu'il était en possession d'un certain type d'information qui, paraît-il, était d'une certaine gravité, d'où le sort qui lui a été réservé. Est-ce que vous, en tant qu'avocat de la partie civile, vous avez pu entrer en possession ou avoir connaissance du type de document dont il est question ici et qui a conduit à... Je vais vous répondre tout de suite, non. Non. Je n'ai pas pu avoir accès parce que de ce que je sais de Madame Zogo, Martinez Zogo travaillait vraiment, il faisait tout pour épargner ses proches. Il faisait tout pour épargner ses proches. Il ne parlait pas de son travail à ses proches. Sa femme d'ailleurs qui dit que à l'extérieur c'était un gros bavard, mais à la maison il était taiseux. Donc moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai eu accès à quoi que ce soit, parce que la personne qui me mandate elle-même n'a pas eu accès à quoi que ce soit. Merci.